Public Sénat et l'INA vous présentent l'info dans le rétro. Vive la France! Jean Villard, excusez-moi d'interrompre votre travail de technique ou de répétition. En somme, quand vous avez fondé le Festival d'Avignon, qu'est-ce que vous veniez chercher et que vous ne trouviez pas à Paris? Bien, d'abord le plein air, l'oxygène, une sorte de respiration. Jean Villard, l'homme qui rêvait de démocratiser le théâtre, l'homme qui fonda en 1947 le Festival d'Avignon. Alors que l'été commence, nous reviendrons sur les festivals, une passion française qui tourne parfois à la boulimie. Mais d'abord, dans la première partie, c'est de santé qu'il sera question. Alors qu'une plainte vient d'être déposée par Clotilde Nonez contre l'État, soupçonné de ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour préserver les habitants de la capitale de la pollution, l'occasion nous est donnée de revenir sur les grands scandales sanitaires qui ont défrayé la chronique. Des affaires où de simples citoyens, des médecins, des journalistes ont fait prendre conscience à la population qu'il n'y avait pas de fatalité dans la maladie et qui ont poussé les grands acteurs du secteur pharmaceutique et l'État à reconnaître leurs responsabilités, à changer le droit. Mais avant, je vous propose d'écouter le témoignage de Clotilde Nonez, recueilli par Sandra Cerquera. Bretonne d'origine, Clotilde Nonez voit son état de santé se dégrader 3 ans après son arrivée à Paris en 1979. Et ça s'est aggravé au fil des années. Au fil des années, avec l'asthme, les sinusites, j'ai été opérée des sinus. Les bronchites, ma bronchite s'est chronicisée pour devenir une bronchite chronique. Des symptômes qui demandent un traitement très lourd. Antibiotiques, corticoïdes, injections, pour la soulager au quotidien. Mais lors du dernier pic de pollution en décembre dernier, ces médicaments n'ont pas suffi. Elle a fini aux urgences, frôlant l'arrêt cardiaque. Il y avait plein d'eau autour de mon cœur et c'est pour ça que le cœur fatigue parce qu'il tape contre de l'eau. J'ai failli mourir parce que j'ai pas été diagnostiquée tout de suite. Donc je suis restée presque 8-10 jours dans un état de... J'étais un légume total. Je n'avais jamais été autant épuisée de ma vie. Pour cette Parisienne, professeure de yoga, c'est donc bien la pollution de l'air qui est responsable de ces symptômes. Elle a décidé d'agir, de demander des comptes à l'État en portant plainte, une première. Deux personnalités éminentes sont avec moi pour réfléchir à cette histoire récente de la pensée. D'abord un avocat, un acteur de cette question, Arnaud Delavore. Vous dirigez un cabinet d'avocats spécialisé dans les questions médicales et le droit infirmier. Vous avez notamment parmi vos clients des personnes qui ont été victimes de transfusion. Donc on aura l'occasion d'y revenir. Bienvenue parmi nous. Avec vous, Jean-Noël Fabiani. Vous êtes professeur de médecine, directeur du département de chirurgie cardiovasculaire à l'hôpital Georges Pompidou. Et puis alors, il faut le savoir, hein, vous êtes vraiment un historien de la médecine. Vous avez publié plusieurs livres dans le domaine. Je prends le dernier, 30 histoires insolites qui ont fait l'histoire de la médecine aux éditions Plomb. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Arnaud Delavore, pour commencer, elle a une chance, cette femme seule, face à l'État, de réussir? Écoutez, moi je suis très réservé sur l'issue de cette procédure. Je pense que c'est une question de médiatisation d'une question sociétale aujourd'hui, mais que sur le plan juridique pur, le lien causal sera quasi impossible à établir. Et par ailleurs, même la question de la responsabilité unique de l'État sur cette question de pollution. Jean-Noël Fabiani, pour le médecin que vous êtes, la pollution aujourd'hui, c'est vraiment devenu une question de santé publique? C'est en tout cas un sujet qu'abordent de plus en plus souvent les malades. Maintenant, tout le monde, heureusement à Paris par exemple, n'est pas asthmatique ou n'a pas une bronchite chronique. Incontestablement, la pollution peut être un facteur favorisant, mais est-ce que la pollution parisienne est véritablement très importante comparée à d'autres capitales dans le monde? Ceci est évidemment à analyser et à discuter. Mais est-ce qu'on est au début d'un nouveau scandale sanitaire? C'est très difficile à dire. Je n'en suis pas certain, mais je peux me tromper, mais je n'en suis pas certain. D'accord. Alors on va commencer à voir comment on peut prendre éventuellement conscience d'un problème sanitaire avec la question de l'amiante. On vous a choisi un document qui date de 1976. C'est une présentation d'un changement dans le filtrage du vin qui est fait par la télévision régionale des Pays de Loire. Et vous allez voir que tout le monde n'est pas absolument certain que retirer l'amiante soit absolument nécessaire. Regardez.
On a dit beaucoup de choses sur l'amiante et beaucoup de choses très exagérées et de choses fausses. Il y a un problème de l'amiante, il y a beaucoup d'amiante partout, mais il ne faut pas confondre les dangers de l'amiante par inhalation et puis les dangers de l'amiante par absorption. Les dangers de l'amiante par absorption sont, je le crois, extrêmement réduits, puisqu'on a calculé que pour absorber 1 milligramme d'amiante, ce qui est une dose infime, il faudrait boire 1 litre de vin de 11 degrés par jour pendant 68 ans et demi. Par conséquent, c'est absurde. Et si nous avons abandonné les filtres amiante, ce n'est pas du tout un aveu, c'est tout simplement parce que ça rassure le consommateur et que de toute façon, nous sommes là pour servir nos clients et par conséquent, nous utilisons désormais des filtres cellulose au lieu d'utiliser des filtres amiante. Ce qui est ridicule, c'est d'avoir à tort à meuter toute l'opinion publique sur un problème qui n'existe probablement pas. Et encore une fois, même s'il existe, il était facile de le résoudre. C'est une tempête dans un verre d'eau. Et que cela ne vous empêche pas de trinquer pour la nouvelle année. Alors évidemment, face aux spécialistes des maladies cardiovasculaires, j'ai un peu de scrupule à avoir fait un sujet dans lequel on évoque le vin. Il faut évidemment boire avec modération. Hein. On revient à l'amiante. Dans les années 70, Jean-Noël Fabiani, il y a quand même une conscience du danger de l'amiante. Bien entendu, on prend conscience du danger de l'amiante, essentiellement de l'amiante inhalée, car il entraîne de redoutables cancers de la plèvre. Et ça, c'est un danger qui est reconnu, et que l'inhalation des particules d'amiante est extrêmement dangereuse. Personnellement, je ne suis pas un spécialiste de l'amiante, mais je ne savais pas qu'il pouvait y avoir un effet dangereux de l'amiante à partir du moment où on la digère, où on l'ingère. Mais pourquoi est-ce que l'État a mis si longtemps pour parvenir à l'interdiction de l'amiante dans le bâtiment? Il faut attendre, il faut le rappeler, 1997 pour la construction. Alors, ça m'est difficile de répondre exactement à la question. Non, évidemment. mais selon vous, qui connaissez un peu les pouvoirs publics. Évidemment, il y a eu des intérêts qui étaient des intérêts de construction, de constructeurs. N'oubliez pas, par exemple, que la faculté de sciences, que j'ai vu se bâtir, eh bien, a été construite entièrement en amiante. Et de se dire, il faut tout casser pour tout refaire, incontestablement, ça posait des problèmes, ne serait-ce qu'à l'organisme payeur. Donc l'intérêt plutôt que c'est très souvent quelque chose qui revient dans tous ces scandales médicaux. En filigrane, il y a un problème quand même financier derrière. D'accord. Alors Arnaud de Lavore, l'amiante continue de faire des victimes. On parle déjà de plus de 100 000 victimes. Aujourd'hui, il y a des dossiers en cours. Tout à fait. On parle de 3 000 morts chaque année, et cela au moins jusqu'en 2025. Il est vrai qu'il y a eu l'interdiction en 1997, mais le désamontage a pris beaucoup de temps. Les cas que l'on connaît, les cas de figure de Jussieu ou éventuellement de la Tour Montparnasse sont scandaleux dans la façon dont ça a été traité. Il est vrai que c'est des questions avant tout financières au départ, mais après un traitement du sujet qui a pris beaucoup trop de temps par rapport à d'autres pays. Hein. Comparé à l'Allemagne, on a pris énormément de retard. Et je pense que le retard, c'était pas obligatoirement... C'est dès les années 50, la France n'a pas pris conscience de cela. Alors justement, Jean-Noël Fabiani, vous qui connaissez un peu l'histoire de la médecine, comment ça se fait que dans ces années 50, 60, 70, même encore au début des années 80, il n'y a pas en quelque sorte de donneur d'alerte chez les médecins ? Il n'y a pas de donneur d'alerte, ne serait-ce que par méconnaissance des choses. N'oubliez pas le bon qu'a fait la médecine en l'espace de 30 à 40 ans, et que les connaissances médicales dans les années 50 et celles comparées à celles d'aujourd'hui n'ont strictement rien à voir. Et beaucoup de choses ont été véritablement mises en lumière par des connaissances acquises par la recherche au cours de ces 40 dernières années. D'accord. Alors il y a la science, mais on va voir qu'il y a une grande affaire qui change tout. C'est l'affaire du sang contaminé. En 1985, il y a une première alerte et on va voir en 1991, le chemin a été parcouru. Le journal télévisé revient sur cette question et notamment explique comment un dossier d'un magazine, l'événement du jeudi, est en train de faire totalement basculer l'opinion. 29 mai 1985. Le CNTS, Centre national de la transfusion sanguine, l'écrit noir sur blanc. Selon des calculs statistiques, tous nos produits pour soigner les hémophiles sont contaminés par le virus du sida. L'état d'alerte est déclenché, il y a urgence et pourtant, au CNTS, on continue avec les mêmes produits. Des produits qui vont rendre séropositifs, comme prévu, des hémophiles.
Jean-Noël Fabiani, on le voit, donc il y a cette affaire en 1985. Ce sont des médecins du Centre national de transfusion sanguine qui écoulent les stocks, qui vont faire des malades. Brusquement, les médecins sont devenus des empoisonneurs. Pour le docteur que vous êtes, ça devait être un traumatisme terrible. Ça a été un traumatisme terrible, incontestablement. Et d'ailleurs, dans les rapports avec les patients, tout a changé à partir de cette affaire. C'est-à-dire qu'un climat de suspicion est né alors qu'il n'existait pas en France et qu'on a commencé à faire signer des consentements, des avertissements aux patients parce qu'un climat de confiance a été rompu à la suite de cette affaire. Mais, je fais faire l'avocat du diable, nous avons vécu tous l'aventure, entre guillemets, du sida, avec la découverte de cette maladie très peu de temps avant de ces événements. On n'était pas encore parfaitement en connaissance des choses. C'était 83, c'est ça 83. Ouais. Là, ce que vous venez de montrer, c'est 85. Tout le monde n'est pas parfaitement encore au courant des risques et de ce que cela va supporter. Et puis regardez aujourd'hui, heureusement, le sida est devenu une maladie chronique. On avait pensé dans les années 2000 que les hôpitaux allaient être encombrés par uniquement des sidéens. Il n'en est plus question puisque tous les sidéens aujourd'hui sont, pour ainsi dire, traités en ambulatoire. Il n'y a plus de service d'hospitalisation de sidéens. Donc on a vécu en raccourci ce qu'on a connu sur des siècles avec la variole ou avec la lèpre ou avec la peste. D'accord, mais alors, Arnaud de Lavore, on a vu là, il y a plusieurs maladies qui ont transité par les questions de transfusion. Vous avez, vous, des victimes que vous défendez. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y a eu un changement de philosophie avec cette affaire ou est-ce que malgré tout, aujourd'hui, on pourrait revivre la même chose? Je pense que tout a changé, ce qui est quand même la bonne chose de cette histoire, même si c'est vraiment scandaleux le temps que ça a pu prendre, puisque les premières plaintes sont arrivées dès 88 et que finalement, pour ce qui est du pan civil, on y est toujours. Pour ce qui est du pan pénal, il n'y a pas eu vraiment... Alors, il y a eu quelques condamnations tout de même, concernant le docteur Garetta et le docteur Alain, mais en dehors de ça, il n'y a pas eu de résultat en tant que tel. Il faut rappeler quand même qu'on a créé la Cour de justice de la République pour cette affaire. Tout à fait. Et d'une pour certaine juger façon... Edmond Hervé, Laurent Fabius et Jean-Luc. D'une certaine façon, en politisant ce dossier, on l'a pollué. En même temps, un autre point qui l'a pollué, c'est la question finalement du VIH qui a tout polarisé, alors même que vous l'avez indiqué, il y a bien sûr la question de l'hépatite C qui a été incroyablement contaminante à ce moment-là. Et on estime aujourd'hui à plus de 600 000 personnes le nombre de personnes qui sont atteintes du virus de l'hépatite C aujourd'hui en France, ce qui est énorme, hein, et quasiment la moitié qui aurait été contaminée lors de transfusions sanguines. Donc c'est un vrai scandale sur ce point-là. Alors moi, je voudrais quand même comprendre une chose. Vous avez dit que ça a été pollué par la politique. Vous voulez dire que le fait qu'on ait créé la Cour de justice de la République, qu'on ait voulu juger des ministres, a détourné l'attention du problème, par exemple, d'indemnisation ou de soins dont avaient besoin les malades ? Je pense que vous avez tout à fait raison. La question s'est tournée à savoir quelles sont les responsabilités de chacun. Ces responsabilités, comme vous l'imaginez, étaient diluées par étage. Et on s'est désintéressé de savoir si les personnes allaient être indemnisées un jour ou l'autre. C'est près de 15-20 ans plus tard que la question de l'indemnisation est vraiment venue se poser réellement et que des centaines, sinon des milliers de personnes ont pu saisir les tribunaux. Aujourd'hui, c'est les tribunaux administratifs qui sont compétents. Et il y a aussi eu un fonds d'indemnisation à terme qui est arrivé, mais beaucoup trop tard, avec quasiment 20 ans de retard. 20 ans de retard, alors on va voir qu'évidemment il y a d'autres scandales sanitaires qui surviennent et qui à leur tour vont nécessiter des interventions de l'État. J'ai choisi de vous montrer le Mediator, parce que si on est en 2010, c'est le moment où une femme, médecin, pour le coup, veut réparer une erreur. Irène Frachon va dénoncer le scandale de ce coupe-fin qui déclenche effectivement des accidents cardiaques, on y revient. 2 ans après la prise de Mediator, prescrit comme coupe-fin, Séphérina vit aujourd'hui avec un pacemaker et des médicaments en soutien suite à une opération cardiaque. Sorti en juin en librairie, ce livre sur le Mediator, attaqué en justice par les laboratoires Servier, levait déjà un voile sur les risques du produit. Rédigé par Irène Frachon, pneumologue au CHU de Brest, il fait état de complications constatées sur les patients.
On va être très concret, il y a 15 jours au bloc opératoire pour recueillir les valves mitrales d'une patiente de 48 ans qui a consommé pendant plusieurs années du Mediator et qui a échappé de peu au décès. On a découvert au dernier moment qu'il y avait une anomalie très grave de sa valve mitrale. Elle a pu subir une opération à cœur ouvert et elle s'en remet péniblement aujourd'hui avec des soins quotidiens. En France, 300 000 personnes consommaient du Mediator au moment de son retrait de la vente. Chaque année, 7 millions de boîtes étaient vendues. Le Mediator était prescrit pendant une trentaine d'années sur le territoire. Arnaud Delavorre, Irène Frachon le laisse entendre. Elle parle pratiquement d'une forme de collusion entre des laboratoires pharmaceutiques, des médecins et les pouvoirs publics. Est-ce qu'il y a une manière d'omerta qui existe en France autour des produits pharmaceutiques? Tout à fait. Je pense que la question ici, c'est surtout une question de pharmacovigilance, avec des instances qui étaient malheureusement mouillées, qui ne pouvaient pas prendre de décision. Ce qui est aussi scandaleux dans ce dossier, c'est que finalement, il est question de Mediator, mais on avait eu quelque temps auparavant l'isoméride avec une molécule qui était quasi identique, et que la question s'était posée du retrait du marché, et qu'il a fallu attendre encore donc, le lancement d'alerte du docteur Frachon pour qu'on arrive à un résultat pour le Mediator. Ouais. Alors Jean-Noël Fabiani, on a vu cette semaine une affaire pas tout à fait similaire, mais un de vos confrères, je parle de conflit d'intérêts là, le docteur Aubier, qui est pneumologue, est poursuivi pour avoir omis de déclarer qu'il travaillait pour Total, alors qu'il était entendu au Sénat sur les conséquences de la pollution atmosphérique. Est-ce que ça veut dire qu'en termes de conflit d'intérêts entre médecine, pouvoir public et laboratoire, ou entreprise, rien n'a changé? Si. Je dirais que les choses ont quand même changé depuis quelques années, et en particulier tout intérêt pris par un médecin dans un laboratoire, dans n'importe quoi d'ailleurs, puisqu'en l'occurrence c'est l'industrie, pas seulement pharmaceutique, mais l'industrie du pétrole qui est en cause, on doit les déclarer. Et l'erreur, s'il y a une erreur, ça, je laisse la justice tirer les conclusions, c'est de ne pas avoir déclaré le fait qu'il y avait conflit d'intérêts dans les déclarations de ce praticien. Mais il n'y a pas de raison, à partir du moment où les gens déclarent leurs intérêts et leurs conflits d'intérêts, les choses deviennent claires. On se doute bien que quelqu'un, par exemple, qui travaille pour un laboratoire, va favoriser plutôt les produits de ce laboratoire. Mais il faut qu'il l'annonce au départ. Ça n'était pas obligatoire dans le passé. Il y a encore 10 ans, on n'était pas obligé de le dire. Maintenant, c'est absolument obligatoire. Et quand on écrit un article dans la presse internationale, on doit énumérer tous les conflits d'intérêts que l'on peut avoir, quelle que soit la source de ce conflit. D'accord. Bon, alors on va voir justement qu'il y a encore, vous venez de le dire, des contentieux sur des affaires qui pourraient paraître très lointaines. Nous, on a choisi l'exemple du Distilben. C'était un médicament pour réduire les nausées des femmes enceintes qui a commencé à être commercialisé dans les années 40. Très vite, on s'est rendu compte qu'il avait des effets pervers, des malformations sur les enfants à naître, des cancers qui se déclenchaient. Et donc, on en arrive à avoir des procédures et on va voir comment une avocate reçoit le résultat de 2 plaignantes qu'elle suivait. On est en 2012. Il faut que la Cour de cassation, elle pose le principe de la présomption de causalité. Lorsque vous êtes né entre 1950 et 1977, que vous êtes susceptible d'avoir été exposé au DES, qu'au surplus, votre mère encore vivante dit qu'elle en a pris, et que les médecins, quand ils vous rencontrent, évoquent chez vous un syndrome post-DES, c'est au laboratoire, nom d'un chien, de nous prouver que leur produit n'est pas en cause et non plus aux victimes de subir ces parcours judiciaires qui sont trop difficiles. C'est au laboratoire de nous prouver que leurs produits ne sont pas en cause. Est-ce qu'il faut, Arnaud Delavorre, renverser dans ce type de procédure qui dure des décennies la charge de la preuve? Il faut rappeler, le Distilben, dès les années 70, on commence à avoir des plaintes, notamment aux États-Unis. Je pense que le renversement est inéluctable. Je pense que le rapport des forces n'est pas les mêmes que vous imaginez. Vous avez des armadas d'avocats d'un côté, des avocats isolés de l'autre. Donc c'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de jeunes avocats se charger de ces dossiers. Exactement. Mal rémunérés, oui, qui durent des décennies, mais vous y allez quand même. Il faut être jeune parce que les dossiers sont longs. Mais sur cet aspect-là, on peut dire que le renversement a déjà eu lieu sur certains dossiers.
Concernant, on parlait du sang contaminé, oui, il y a eu le cas pour l'hépatite C. Aujourd'hui même, et depuis la loi du 4 mars 2002, il y a un renversement de la charge de la preuve à partir du moment où vous pouvez vous prouver que vous avez été transfusé. Et pour une question aussi assez intéressante qui a fait débat il y a quelques années, la vaccination hépatite B avec la sclérose en plaques, c'est pas un total renversement, mais alors même que la communauté médicale considère qu'il n'y a pas de lien, on considère aujourd'hui dans certains cas que les victimes peuvent être indemnisées. Donc une justice lente avec des victimes qui parfois meurent dans la procédure, mais en même temps, il a évoqué une question, c'est l'idée de précaution, il me semble, qui est importante. Est-ce que le principe de précaution ne devrait pas jouer? Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un retrait systématique des médicaments dès le premier soupçon? Incontestablement, et c'est d'un peu vers ça qu'on évolue quand même actuellement. Mais de toute façon, soyons clairs, un médicament ne sera jamais un bonbon. Et il y aura toujours des effets négatifs, des effets secondaires, voire des effets pervers qui n'ont pas été obligatoirement prévus dans les études qui ont été faites au départ. Il faut savoir que donner un médicament, quand un médecin prescrit un médicament, on prend toujours un risque d'avoir un effet secondaire. Alors, je suis bien d'accord sur le fait que la vaccination contre l'hépatite B peut avoir été suspectée de favoriser, dans certains cas, des maladies neurologiques. Mais qu'est-ce qu'elle a évité aussi comme mort d'origine hépatique? En ce moment, on remet en question la vaccination qui a sauvé des millions de gens sur Terre. On dit oui, ça peut être dangereux la vaccination. Oui, d'accord, peut-être dans certains cas, mais qu'est-ce que ça a évité comme mort? Il faut quand même pas non plus tomber dans l'excès inverse. Et au nom du principe de précaution, ne plus rien faire. Parce que maintenant, déjà, la mise en place et la mise sur le marché d'un médicament, c'est une fortune d'une investigation et un temps considérable. On dit toujours, voilà, il y a un nouveau médicament formidable, vous allez avoir bientôt la guérison. Et puis, en fait, le temps pour faire tous les tests est tel qu'on l'a 10 ans après, dans la meilleure des hypothèses. D'accord, donc on a compris, précaution, mais pas non plus paralysie. C'est l'objectif, je crois, de votre prise de parole. Je vous remercie beaucoup, messieurs, d'être venus à l'Info dans le Rétro aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre livre, Jean-Noël Fabiani, 30 histoires insolites qui ont fait l'histoire de la médecine. C'est aux éditions Plomb. Merci. Jean Villard, excusez-moi d'interrompre pour votre travail de technique ou de répétition. Qu'est-ce que vous veniez chercher et que vous ne trouviez pas à Paris? Eh bien, tout d'abord, c'est que par rapport au théâtre de Paris, qui en général sont des salles d'audience réduites, disons de 500 à 700 à 1000 spectateurs, il y avait la grande aventure de s'adresser à un public plus nombreux. Il y avait aussi obscurément le goût de trouver un grand public et, disons, un public populaire. Ce n'est pas pour rien que le Festival d'Avignon, depuis 13 ans, est, disons-le, le meilleur marché du monde. Même avant d'être directeur international populaire, les prix que nous faisions ici, dans cette cour, étaient extrêmement réduits. La meilleure des preuves, c'est que, par exemple, ces prix n'ont pas bougé depuis 10 ans. Le Festival d'Avignon, comme monument de ces événements pour lesquels nous nous passionnons au printemps et à l'été. Mais au fait, pourquoi cette passion généralisée? Et d'abord, est-ce vraiment une passion française? On en parle avec une historienne qui les connaît bien, ces festivals, Emmanuelle Loyer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Sciences Po, spécialiste d'histoire culturelle. Vous avez notamment publié avec Antoine Debec une histoire du Festival d'Avignon aux éditions Gallimard. Une question toute simple, on vient de voir Jean Villard. Le Festival d'Avignon, c'est le premier des festivals ou il y en avait déjà beaucoup avant? Non, il y en avait avant. Il y a eu évidemment toute une série de festivals depuis la fin du 19e siècle. Pensons à Bayreuth, tout simplement. Et puis aussi, je ne sais pas, la Mostra de Venise. Mais c'est vrai qu'à partir de l'après-45, disons le Festival d'Avignon est né en 1947, il y a là quand même un moment cristallisateur qui va voir advenir un certain nombre de festivals. Avignon, évidemment le Festival de Cannes en 1946 qui devait être créé en 1939 et qui est retardé par la Seconde Guerre mondiale, créé, je le rappelle, comme une sorte d'anti-Mostra de Venise. Et puis en 1947 aussi, par exemple, le Festival d'Édimbourg, et ainsi de suite. Mais enfin, ils étaient beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui, évidemment. Alors, pourquoi est-ce que Avignon a eu cet impact? Jean Villard dit qu'il voulait créer quelque chose de populaire. Est-ce que c'est ça qui fait peut-être son originalité?
Oui, alors c'est vrai que le Festival d'Avignon, enfin, pas tout de suite, mais c'est vrai qu'il est lié, je crois, à une forme de... C'est bien une manifestation de notre modernité, aussi par le biais de cette ambition démocratisatrice. Mais ça n'est pas, disons, lié tout de suite à la forme festivalière. Parce que, par exemple, Bayreuth, c'est tout à fait un autre modèle. Cannes aussi. Avignon, de ce point de vue-là, a voulu se démarquer et a tout de suite lié, en effet, finalement, ce qui caractérise un festival, c'est-à-dire la redécouverte d'un patrimoine architectural avec un événement artistique. Au départ, c'était d'ailleurs plutôt une exposition de peinture et un peu de théâtre. Et puis c'est devenu évidemment la manifestation de théâtre et aujourd'hui d'ailleurs pas seulement de théâtre. Dans une sorte de temporalité festive. Mais à quel moment ça devient cette espèce de foisonnement? Parce que maintenant, on peut dire sincèrement, il y en a partout. À quel moment ça devient festival de musique, de théâtre, un peu multiplié comme ça en France? C'est les années 70? Dans les années 80, c'est quoi? Ouais, dans les années 60, il y a à peu près une trentaine de festivals en France. Mais il y en a déjà un peu partout dans le monde, y compris d'ailleurs... non mais je vous ramène chez nous, ramène chez nous, les pieds dans la glèbe. Très bien. Donc on en a une trentaine dans les années 60, donc c'est après. Et je crois que là, c'est très lié aussi à, disons, la prise de conscience, on va dire, de l'impératif culturel. C'est les années Lang? Oui, alors il faudrait regarder la chronologie exacte, j'en sais rien, mais oui, années 70-80, c'est aussi le moment où en gros les festivals deviennent une sorte de vitrine de la politique culturelle, des politiques culturelles municipales et aussi un facteur touristique évident. Justement, on va aller à la fin des années 80, on va se projeter à Bourges, dans ce fameux printemps en général musical, et on va voir comment en 1989, le printemps de Bourges invente la world music. Et écoutez bien, il y est question de cassettes. Et donc pour notre jeune public, les cassettes sont les ancêtres des CD et les CD sont les ancêtres des musiques qu'on a sur Internet. Terminons en musique grâce au mélange que l'on entend ces jours-ci à Bourges. Un mélange d'une musique métissée qui fait chaud au cœur et aux muscles. Jean-Jacques Dufour, Bruno Carrette. Indiens de Londres, griots de Bamako, immigrés éthiopiens, beurre, ils ont métissé les musiques, mélangé les genres, méprisé les cloisons et inondé la terre d'incroyables cassettes. Bourges les a regroupés sous l'étiquette World Music. Avec l'époque où on vit, où il y a la communication est reine, les cassettes circulent partout, les gens voyagent davantage, il y a aussi les gens qui sont en exil, les immigrations, les diasporas diverses. Ce qui fait qu'il y a un matériel sonore à disposition fantastique. Dans ce brassage de couleurs, de sons et d'influences, un jeune groupe rock français réussit à merveille, la Mano Negra. Nous, on fait ce qu'on a appelé de la pachanka. Un cocktail exotique qui a enflammé les amateurs de tequila et les autres. Il y a de la salsa, du flamenco, du reggae, de l'influence nord-africaine, du ska, du rap. On utilise un peu toutes les musiques qu'on écoute et qu'on aime, quoi. Il était mignon, hein, tout jeune, Manu Chao. Hein. Alors, c'est justement ce que vous évoquez. Il y a une internationalisation, il y a un cosmopolitisme des festivals. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois le festival allie deux échelles. L'échelle très locale, puisque ça se passe donc dans un endroit particulier avec les festivaliers, les locaux. Et puis, en effet, au fur et à mesure, ça devient un espace aussi révélateur de cette internationalisation massive de notre monde et aussi du coup de l'hybridation de formes culturelles, la musicale qu'on voit à l'œuvre chez Manu Chao. Je vous remercie beaucoup, Emmanuel Loyer. Cette émission est la dernière de l'Info dans le Rétro cette saison. Je voudrais vous remercier d'avoir été si nombreux à nous suivre. Je voudrais aussi en profiter pour faire un clin d'œil à toute l'équipe, à toutes les équipes qui a Public Sénat et ici en régie nous aide avec un petit signe particulier pour Béatrix Moreau, notre stagiaire, pour Christelle Tournemine, ma script adorée, pour Myriam Garnier, la réalisatrice, et évidemment pour mon complice Pierre Bonte-Joseph. Comme d'habitude, c'est une personnalité qui va nous dire au revoir. Cette semaine, parce qu'il quitte aussi les commandes de son émission, j'ai voulu faire un petit clin d'œil à un grand journaliste, en l'occurrence David Pujadas. Tout de suite la météo, Anaïs Baïdemir, puis envoyé spécial avec Élise Lucet, et avec une rencontre avec Thomas Pesquet. Vive la France!
L'info dans le rétro vous a été présentée par Public Sénat et l'INA.